Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais parler de l'UFC en ESPN, Dustin Poirier contre Dan Hooker. Et je vais tout de suite parler de la carte préliminaire parce qu'il y a un combat qui m'intéressait, c'était Youssef Zalal contre Jordan Griffin. Youssef Zalal, c'est un Marocain qui combat à l'UFC. Et voilà, j'essaie de suivre les personnes euh, d'origine arabe qui combattent à l'UFC. C'est toujours quelque chose de chouette à suivre et de voir parce qu'il y a beaucoup de potentiel dans les nouvelles générations de combattants d'origine africaine ou africaine, notamment dans le kickboxing. Et là, il y en a de plus en plus qui sont dans le MMA. Et ça, je suis très content de voir ça. Et du coup, Youssef Zalal a gagné son combat. Je vais aller assez vite parce que c'était pas ultra passionnant, mais quand même intéressant de voir que Youssef Zalal a gagné 2 rounds à 1. Il a subi 2-3 takedowns, mais il a quand même pu être beaucoup plus euh, précis et il attaquait plus l'autre combattant, l'autre qui était des fois sans garde, et Youssef l'a enchaîné avec des coups de poing. Donc il était meilleur debout et il a gagné logiquement le combat. Il a eu chaud à un round, il a été takedown, mais quand même il avait une assez bonne défense en takedown malgré tout. Oui, un autre combat en préliminaire, dans la carte préliminaire, c'est Tanner Bowser contre Philippe Lins. Ce Tanner Bowser, c'est un Canadien, c'est en poids lourd. Donc je vous dis, si j'en parle, c'est que ça a dû finir super vite et d'une façon très belle, c'était par KO. Et Tanner Bowser, il rigole pas. Il a mis KO, mais d'une de ses violences, son adversaire. Donc il a enchaîné gauche-droite, et tu voyais la méchanceté dans son regard. Et, euh, et à la fin, donc quand il l'a sonné, il a après enchaîné avec on appelle ça Oraken en karaté. Et du coup, il lui a fait un Oraken par terre. Donc c'est ça. Par terre, c'était super précis. Il l'a fini par terre. L'arbitre a arrêté le combat. Ça a duré 2 minutes 40. Et ce combattant, il faut vraiment le suivre. Tanner Bowser, c'est un très très bon combattant. Enfin, en tout cas, d'après ce combat, je ne le connaissais pas avant. Je crois que c'est son premier combat à l'UFC. Et ce combattant, il faut le suivre absolument. Et j'ai hâte de le voir combattre prochainement. Donc on passe dans la main event maintenant. Un combattant japonais, Takashi Sato, contre Jason Witt. Ouais, Witt, je pense que ça se prononce Witt. En welterweight. Je connaissais aucun des deux combattants, je crois que c'est leur premier combat à l'UFC. Et Takeshi Sato se déplaçait vraiment de façon karaté, très karaté. Il bougeait ultra bien, franchement, j'ai été. Je pense que c'est un karatéka. D'après ce que je voyais, comment il se déplaçait, pour moi, il a l'air d'être karaté. C'est pas parce qu'il est japonais que je dis ça. Hein. Je veux pas être la personne qui lit facilement, qui fait des liens très faciles. Pas du tout, il peut être totalement autre chose. Mais bref, il avait l'air de se déplacer très très bien. Et du coup, il avait fait une très bonne combinaison. Et il a pu le sonner, je crois, c'était avec un jab. Il a sonné Jason. Puis après, il l'a fini. Et c'est un combattant à suivre. Je vais le suivre en tout cas. J'ai hâte de voir ses prochains combats. Voilà. Ça fait plaisir aussi de voir des Japonais parce qu'il n'y en avait pas énormément. Il n'y en a plus trop énormément à l'UFC. Et comme moi je suis fan du Pride FC à l'époque, qui était au Japon, du coup ça me fait plaisir de voir des combattants japonais et de voir qu'il y a une nouvelle génération de combattants japonais. Ouais, parce qu'à un moment j'ai cru que ça allait vraiment finir à la disparition du Pride FC. J'ai senti que l'engouement du MMA disparaissait un peu au Japon, en tout cas en Asie. Mais maintenant avec le One FC, je suis content aussi de voir qu'il y a encore le One FC qui est énorme en Asie, qui est basé en Indonésie, si je ne me trompe pas. Et ouais, ça fait plaisir de voir une nouvelle vague, une nouvelle génération de combattants asiatiques. Et voilà, Takeshi Sato, je suis partant, je vais le suivre de très près, j'ai hâte de voir son prochain combat. Bon, je vais passer directement sur le co-main event, qui m'avait l'air un peu moyen comme combat sur la carte en tout cas. C'est Mike Perry contre Mickey Gall en welterweight. Et ouais, Mike Perry pour moi il devait absolument gagner. Il allait d'office surclasser Mickey Gall dans tout. Sauf que Mickey Gall se débrouillait assez bien. Il a même gagné un des rounds. Mais Mike Perry a quand même gagné 2 rounds sur 3. Mais il a eu chaud parce que
Je sais pas, Mickey Gall l'avait takedown 2-3 fois, mais Mike Perry était beaucoup plus agressif. Mickey Gall était toujours sur la défensive, il esquivait, il reculait, il se déplaçait bien, hein. Je ne critique pas cette façon de combattre. Et bizarrement, enfin, d'après ce que je pensais que ça allait arriver, il scorait en se déplaçant sur la défensive, en reculant. Ce qui est une bonne stratégie, ça a bien marché parce que Mike Perry est quelqu'un de très offensif et qui avance, qui est très agressif. Et du coup, si tu réfléchis bien, si tu as un bon game plan, tu peux le battre. Mais sauf que Mickey Gall, à la fin, il n'arrivait pas à assumer au troisième round, il avait l'air plus fatigué, alors que Mike Perry était toujours aussi agressif. Il a pu le marquer, il a pu le sonner. Je pense qu'à un moment, il l'a sonné, il a commencé à le taper au sol, ground and pound. Donc ouais, voilà. Victoire de Mike Perry. Alors, et oui, Mike Perry avait viré ses entraîneurs et comme corner, c'était sa petite amie qui était dans son coin de coach, qui était sa coach en fait. Alors qu'elle s'y connaissait pas, qui s'y connaît pas en MMA ni en combat, mais c'était elle qui était la coach dans ce combat. Et Mike Perry a besoin d'énormément d'argent, et du coup il a préféré ne pas combattre avec des coachs pour économiser, pour pouvoir gagner un peu plus d'argent, parce que je crois qu'il doit de l'argent aux taxes américaines. Et du coup c'est marrant, ce type il est assez drôle et intéressant à voir. Il joue pas drôle, il est vraiment comme ça. C'est un mec de Floride, et en Floride, les gens apparemment ils sont assez tarés. Bon, je veux pas faire non plus de généralité, mais ceux qui ont été aux États-Unis, et notamment à Floride, ils savent qu'en Floride, les gens ils sont très très barges, on va dire. Mais voilà. Mike Perry il représente bien son état qui est la Floride. Dernier combat, le main event, c'était Dustin Poirier contre Dan Hooker. Et comme je pensais que ça allait être, c'était un combat très 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 intéressant. Un des plus beaux combats que j'ai vu depuis 2020. Bon, on est encore qu'à la moitié, hein. J'espère voir d'autres combats aussi intéressants, mais ce combat était excellent parce que tous les deux étaient très agressifs. Dustin Poirier qui est numéro 3, Dan Hooker qui est numéro 5 dans la catégorie lightweight. Dustin Poirier qui a été champion par intérim, et son précédent combat c'était contre Khabib Nurmagomedov. Il a perdu contre Khabib qui voulait unifier la ceinture tous les deux, et Khabib a gagné, et du coup Dustin a perdu. Et là c'était son combat après 9 mois d'interlude entre son combat contre Khabib et ce combat. 9 mois c'est long pour un combattant, et je sais pas, je crois qu'il avait une blessure à l'épaule ou au genou. En tout cas il était blessé, du coup c'est pour ça qu'il était absent dans le game, comme on dit. Et du coup voilà, ce combat, Dan Hooker était vraiment de mieux en mieux. Donc Dan Hooker avait gagné contre Paul Felder précédemment, et du coup c'était un combat très très serré. Dan Hooker qui avait gagné pour moi les 2 premiers rounds. Pourquoi ? Parce qu'il est plus grand que Dustin, il fait 1m83. Dustin fait 1m75. Donc 6 pieds ou 5 pieds 9. Et donc il avait une bien plus grande allonge que Dustin. Il pouvait vraiment bien attaquer Dustin de loin. Il faisait des crochets. Son nom c'est Hooker, et donc il faisait des crochets, Hook. Et donc Dustin il n'avait pas encore géré bien la distance. Tous les deux se frappaient, se balançaient des gros coups l'un sur l'autre. Mais pour moi, Dan Hooker avait une meilleure précision, et il avait déjà trouvé son allonge, il était très agressif, alors que Dustin n'était pas encore sûr. Mais plus le combat s'allongeait, plus je trouvais que Dustin était plus précis, et il était beaucoup plus agressif, il touchait beaucoup plus que Hooker. Et donc dans le round 1, c'était assez serré, mais je l'aurais donné à Dan. Round 2 aussi, pareil, à un moment il se donnait, il se tapait dessus, je te frappe, tu me frappes, je te frappe, tu me frappes. Et c'était assez équitable, mais quand même je le donnerais à Dan. Mais après, plus on arrivait dans les rounds de championnat, donc le 3e, 4e, 5e round, je trouvais que Dustin montrait qu'il était un ancien champion, et il dominait, il avait une meilleure cardio, il avait toujours le même rythme d'attaque. Il n'a pas baissé de rythme en fait, alors que Dan Hooker,
je trouvais qu'il avait baissé un petit peu le rythme. Et c'est minime hein, comme différence, mais dans un combat comme celui-ci qui est très important, qui pourrait justement décider qui pourrait combattre pour la ceinture prochainement, je trouvais que ouais, Dan Hooker avait un peu moins d'énergie à la fin du combat, et notamment au 5e round où tu voyais que Dustin était beaucoup plus dominant. C'est intéressant de voir comment un combat se finit. Si quelqu'un est au-dessus de l'autre, ou bien domine full mount, ou en garde en position dominante sur l'autre, déjà je pense que ça il faut le comptabiliser dans le round et dans le combat en globalité. Et c'est pour ça que là, je pense que Dustin Poirier, s'il y avait un 6e round, je dis ça, je sais que ça n'arrive pas, mais imaginez un 6e round, je pense que Dustin Poirier était beaucoup plus frais à la fin du combat que Dan Hooker. Et ça, c'est quelque chose de très important à appréhender quand tu scores le combat. Voir qui pourrait potentiellement encore combattre, qui avait l'air plus frais à la fin du combat. Même si cette façon de faire les rounds, de noter les rounds, c'est toujours un ou un qui a gagné le round. C'est pas la meilleure des façons de scorer, je trouve. C'est pour ça, c'est encore un peu, c'est pas la meilleure façon, et du coup, je pense que faut prendre en compte plein d'autres points intéressants, et notamment comment le combat se finit. Et bref, voilà, c'était un des plus beaux combats que j'ai vu depuis cette année. Je vous recommande de le voir. Et Dustin Poirier a mérité le combat, la victoire de ce combat, notamment dans le 5e round où il a montré qu'il avait beaucoup plus de cœur et l'envie de gagner. Dan Hooker n'a pas lâché, hein, mais il avait l'air un peu moins pas préparé, mais moins d'expérience en tout cas dans les combats de championnat, c'est-à-dire 4e, 5e round. Et voilà. Donc pour moi, Dustin Poirier, je pense pas qu'il devrait combattre pour la ceinture prochainement, mais ce qui serait intéressant, c'est un combat avec Tony Ferguson. Ce combat pourrait être incroyable. Donc Tony Ferguson qui vient de perdre contre Justin Gage, je pense que il devrait combattre contre Dustin Poirier. Et comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, Justin Gage devrait combattre Khabib, et c'est ce qui va arriver normalement, si tout va bien, en septembre contre Khabib. Du coup voilà, je pense que Dustin Poirier devra combattre Tony Ferguson s'il est prêt, malgré tous les attaques qu'il a reçues lors de son précédent combat. S'il est prêt physiquement, je veux dire, parce que mentalement, je sais qu'il le ferait sans hésitation. Même demain, s'il pouvait, il le ferait. Mais voilà, donc ce combat pourrait être ultra intéressant, et pourrait à ce moment-là, le gagnant pourrait de nouveau prétendre à combattre pour la ceinture contre le gagnant Justin Gage versus Khabib. Voilà, donc c'est une analyse assez rapide de la carte. Très belle carte, beau combat, et hâte de voir la suite. Ciao tout le monde!